Bonjour à tous, me voilà de retour après une assez longue absence due en grande partie évidemment aux vacances d'été puisque en vacances déjà je pars donc j'ai pas internet, j'ai pas tout ça etc etc. Je vais très peu au cinéma parce que voilà je suis dans un coin paumé en plein cœur de la Dordogne donc il y a rien du tout autour pour aller au cinéma. Et puis aussi je sais pas, j'ai eu un coup de démotivation peut-être, j'ai eu un coup de... je sais pas, mi-démotivation, mi-flemme, j'avais plus trop envie de m'occuper de la chaîne, j'étais plus motivée, je me demandais un petit peu quel était le sens de tout ça. Je me disais, est-ce que ma chaîne YouTube vaut vraiment le coup, etc. Je me suis dit qu'il fallait que je me remette la patate, donc me voilà de retour. Pour bien commencer cette rentrée, je me suis dit que j'allais faire une vidéo de rattrapage des films des 6 derniers mois que j'ai loupés et que j'ai un petit peu rattrapé au cours du temps. Cette vidéo a deux buts, déjà désengorger mes vidéos de décembre de rattrapage parce qu'elles sont en général très longues et voilà, je me suis dit que le faire en 2 temps ça allait être un petit peu mieux, même si j'ai pas énormément de films à vous présenter. Mais ça va me permettre aussi comme ça de parler un petit peu plus longtemps des films, voilà, de prendre un peu plus mon temps, de m'attarder sur certaines choses que je ne peux pas faire avec d'autres vidéos rattrapage. Si vous ne connaissez pas le but d'une vidéo rattrapage, je vous le dis, en fait l'idée c'est que je m'assois sur mon canapé, juste avec mes notes, et je parle des films que j'ai rattrapés ces 6 derniers mois, et je vous en parle comme j'en parlerai à des potes, c'est-à-dire vraiment, voilà, j'ai rien préécrit du tout, c'est de l'improvisation, j'en parle très librement. Si vous aimez les vidéos un peu plus construites, je vous invite évidemment à vous diriger vers mes avis critiques, qui sont les vidéos habituelles de ma chaîne. Ici c'est vraiment, voilà, une vidéo un petit peu détente pour commencer la rentrée un petit peu cool et vous parler, voilà, de certains films dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler auparavant. On commence tout de suite avec Deadpool de Tim Miller. Je vous avoue que Deadpool, à la base, j'étais vraiment pas motivée pour aller le voir parce que déjà je suis absolument pas fan des films de super-héros, genre vraiment pas, c'est... Les comics, c'est vraiment pas quelque chose avec lequel j'ai grandi, ça fait pas partie de ma culture, enfin ça fait partie un peu de la culture basique de tout le monde évidemment, mais je suis loin d'être une fan de comics, donc je m'en fichais un peu. Puis je vous avoue que sur le trailer, la bande-annonce laissait entendre un humour qui moi ne me parlait pas du tout, et je me disais putain ça va être une avalanche de blagues uniquement sexistes, des blagues pipi caca, enfin voilà, un humour... qui moi ne m'intéresse pas du tout. Puis en fait je pense que le trailer a été assez mal fait parce que j'ai fini par rattraper ce film, mais en fait c'est plutôt une bonne surprise. J'ai trouvé que c'était assez chouette, j'ai trouvé que l'humour était loin d'être lourd. Alors il y a des blagues lourdes au milieu et c'est un humour voilà, un peu ras des pâquerettes, mais c'est un humour qui fonctionne bien avec un personnage qui est bien construit, qui est cohérent, et ça va très bien avec le personnage et ça va très bien avec l'univers dans lequel c'est construit. Après c'est pas un humour qui est révolutionnaire, c'est pas un film qui est révolutionnaire aussi dans sa manière de construire le personnage. Tout le monde l'a vendu comme étant un anti-héros et que ça allait révolutionner le film de super-héros justement, que c'était un blockbuster vraiment inédit. Non, ça reprend tous les codes d'un blockbuster habituel avec un héros stéréotypé habituel. Le seul truc qu'il a, c'est qu'il aime pas son statut de héros et qu'il aime pas son statut de super-héros particulièrement. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un film assez classique au niveau de sa construction et au niveau de sa narration, mais j'ai vraiment bien aimé la manière dont c'était foutu. Je trouvais ça assez clair, assez cohérent, assez efficace. Et ce qui m'a beaucoup parlé dans ce film avant tout, c'est à mon avis une raison pour laquelle on ne devrait pas aimer ce film, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit la raison principale pour laquelle les gens aiment ce film, mais moi je l'ai beaucoup aimé pour ça. En fait, j'ai un gros faible pour les films qui parlent d'histoires d'amour qui transcendent les apparences. Je suis une grosse fanat de La Belle et la Bête, voilà, pour moi c'est l'histoire d'amour la plus belle, la plus parfaite qui se soit construite. Donc là, évidemment, comme le film Deadpool aborde ce thème par le biais de son personnage qui a été déformé, qui a une peau toute cramée et qui a peur que son amour la rejette, voilà, ça m'a beaucoup parlé. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est très con hein, parce que c'est pas du tout le centre de l'histoire de Deadpool, mais j'ai beaucoup aimé et je trouvais que l'histoire d'amour elle était très mignonne et j'ai trouvé qu'à la fin que quand ils s'en font un bisou, et ben c'est très chou et voilà, et j'ai trouvé ça bien. Après je trouvais les scènes d'action vraiment sympas, c'est un film efficace, qui a un bon rythme, on s'ennuie pas, c'est un très bon divertissement. J'ai adoré le personnage secondaire de la vieille aveugle chez qui il loge. Je trouvais ce personnage complètement farfelu, qui avait rien à voir avec les personnages stéréotypés lambda qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Je trouvais qu'elle brisait vraiment les codes. Après voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film monumental, mais c'est vraiment un très bon divertissement qui est dans le haut du panier de ce qui se fait vraiment. Je pense que je peux comprendre que si on soit fan de comics et plus particulièrement de Deadpool, je peux comprendre qu'on adore ce film au point d'en faire un des meilleurs films de l'année parce que c'est vraiment un film qui a des qualités indéniables et si on est fan, je pense que
voilà, il y a de quoi vraiment se mettre sous la dent. C'est un film qui est riche, qui est dense, qui est intense, voilà, c'est un excellent divertissement. J'ai pas grand chose à dire de plus, mais Deadpool ça a été vraiment une bonne surprise, comme quoi j'ai bien fait de me foutre un coup de pied au cul avec mes stéréotypes parce que j'ai été agréablement surprise. Un autre film de super-héros par contre qui là m'a un peu tué dans le mauvais sens du terme, c'est Batman vs Superman de Zack Snyder. Je suis très perplexe face à ce film parce que je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose qui va bien dedans, vraiment pas. Déjà, je trouve que le film est très divisé, à deux grosses parties très divisées et ça fait qu'elles sont très inégales. Il y a une première partie qui est beaucoup plus psychologique, il y a du développement de personnages et on sent que Zack Snyder, il a voulu un peu s'inspirer des films à la Nolan. D'ailleurs, je crois que Nolan est producteur sur ce film, donc peut-être qu'il a influencé, qu'il y a mis sa patte, il y a quelque chose, voilà, d'assez psychologique, on veut créer un univers très sombre, quelque chose de réaliste, de froid. Et pour la deuxième partie, par contre, Snyder il s'est dit putain c'est vrai j'adore faire des films de bagarre, donc il s'est dit on va foutre de la bagarre partout. Donc c'est de la bagarre qui n'a aucun sens, qui s'enchaîne sans qu'on présente les enjeux de la bagarre. C'est bête, c'est un film bête, mais c'en est presque abrutissant je trouve. Et c'est con parce qu'il y avait une bonne base. Graphiquement c'est très beau. J'ai adoré la scène d'introduction dont beaucoup de gens ont parlé, voilà, pour la mort de Batman, et ben je trouvais qu'elle était pas la mort de Batman, pardon, la mort des parents de Batman, que je raconte pas n'importe quoi, qui, voilà, je trouvais qu'elle a été vraiment bien faite, elle était très originale, elle était, voilà, elle était vraiment prenante, et après ça se casse la gueule complètement, c'est-à-dire que Snyder n'a pas réussi à tenir son rythme jusqu'au bout, il n'a pas réussi à tenir ses enjeux jusqu'au bout, c'est pas grave, en fait il aurait dû partir dès le début sur un film comme à la fin pour que ce soit cohérent, c'est-à-dire juste une histoire de rivalité entre deux hommes, c'est déjà hyper profond comme thème, il y a déjà assez de choses à aborder là-dedans, et voilà, juste sur la construction, le début de la construction de la Justice League, et il y avait déjà assez d'enjeux, il y avait déjà assez de choses à raconter. Snyder c'est un mec qui sait prendre des sujets simples et en faire des choses assez profondes et complexes, en plus il a un style graphique, voilà, qui est magnifique à l'écran. Puis alors attends, le plan de Lex Luthor là, l'espèce de plan qu'il fait, mais c'est con. Enfin, je veux dire, c'est con, comment Batman, qui est censé être quand même un des mecs les plus intelligents du monde, un des plus grands détectives du monde, peut se faire avoir par un plan pareil. Et même la manière dont il va aller ensuite affronter Superman, c'est bête, juste parce qu'il a été manipulé par Luthor, c'est complètement con. Après, évidemment, il y a des choses, tout le monde en a déjà parlé, donc je vais pas m'attarder dessus, mais bon, le fameux Martha, c'est affligeant, mais affligeant à un point qui est intersidéral. Le Lex Luthor qui ressemble à une pâle copie du Joker aussi, c'est risible, franchement c'est risible, ça fait mal au cœur presque de voir ça, parce que moi j'aime bien cet acteur, mais là-dedans il est faux, on n'y croit pas une seule seconde, il n'y a aucun enjeu, c'est nul. Et puis bon, l'affrontement avec la créature, là, l'espèce de gros monstre, déjà il est moche, mais qu'est-ce qu'il est mal fait, son chara design c'est n'importe quoi, l'image de synthèse elle est complètement dégueulasse, elle est à chier, et puis cet affrontement il a que peu d'enjeux en fait, parce que même si Superman meurt, c'est pas... Je sais pas comment expliquer, c'est pas intéressant, on s'en fiche, enfin je veux dire, c'est un combat qui n'a pas d'intensité, ouais vraiment, qui est pas intéressant. Le seule scène de combat que je trouvais cool, c'est les scènes de Batman contre Superman. Ce à quoi on s'attend quand un film s'appelle Batman contre Superman. Et là, non. Là, on a genre 10 minutes de scènes de combat qui sont géniales, qui sont super bien foutues, mais qui durent que 10 minutes. Voilà. Et après, c'est pareil, j'ai pas compris pourquoi le film a voulu se complexifier avec ces histoires de trucs politiques, avec ces histoires de est-ce qu'on doit accepter Superman ou pas. Je comprends, c'est un enjeu qui est intéressant, mais si le film n'était pas capable de le faire, Snyder il aurait dû le supprimer parce que ça complexifie les choses pour rien. Enfin bon, ce film est raté, c'est chiant, on voit tout venir à des kilomètres, l'action est palpitante pendant 10 minutes, sinon le reste c'est... Voilà, c'est pas intéressant. C'est un film qui est bête, mais bête. Le plan des méchants il est stupide, enfin le plan du méchant il est stupide. Batman il est stupide, le seul qui est intéressant dedans c'est Superman. Wonder Woman elle est plutôt cool, mais bon, pour ce qu'on la voit à l'écran de toute façon elle serait pas là, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo de quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi et qui résume à 100% tous mes avis et toutes les critiques que j'ai à faire de ce film, je vous invite à aller voir la vidéo du Nostalgia Critique à ce sujet, qui existe en version sous-titrée
sous-titré français, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que voilà, je pense qu'il a vraiment tout compris aux défauts qu'il y a dans ce film et voilà, ça fonctionne pas quoi. Parlons de quelque chose de beaucoup plus positif avec A Perfect Day de Fernando León de Aranoa. Ce film, c'est un peu comme si les frères Cohen avaient décidé de faire un truc engagé politiquement dans une guerre qui se passerait contemporainement. C'est génial, c'est parfait, j'ai adoré ce film. Pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année. Quelle claque! Quelle claque! Il y a un humour absurde, vraiment à la frère Cohen, qui vient complètement désamorcer le côté tragique et pathos que pourrait avoir le contexte d'une guerre. Et en même temps, quand il y a des scènes dramatiques, elles ont une puissance, une intensité folle qui fait qu'on reste scotché à son siège et qu'on se dit merde, putain, il y a des gens qui vivent ça tous les jours quoi. C'est un film qui est beau, qui a un propos qui est fort, c'est un film qui est intense, qui est prenant. Les acteurs ils sont parfaits. Benicio del Toro surtout, il s'en donne à cœur joie, je l'ai rarement vu autant bien jouer. Il cabotine un peu sur les bords mais c'est pas grave, il s'en donne à cœur joie. Mélanie Thierry aussi, elle est parfaite dans ce film, dans le rôle de la nana qui est un peu naïve, qui veut aider, qui a des grands idéaux et qui en même temps se fait un peu casser et laminer par tous les trucs de la vie au fur et à mesure. Je trouve qu'elle joue très bien, tout en finesse, tout en nuance, enfin... C'est un film à voir qui n'est resté que trop peu de temps à l'affiche et je comprends pas pourquoi des films comme ça sont pas plus mis en avant parce que c'est une claque. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, ils sont tous quand même assez développés, on s'attache énormément à eux. Ils ont tous un côté fou, ils ont tous un grain dans leur propre style à chaque fois. Ça fait que c'est une myriade de personnages complètement hétéroclites et hétérogènes qui se retrouvent à devoir essayer ensemble, à collaborer. C'est super intéressant sur un plan psychologique, sur un plan humain, sur un plan bien évidemment d'un engagement politique. Ça critique beaucoup le manque de moyens qu'ont les organisations humanitaires et le fait qu'on les laisse trop peu agir, qu'elles ont trop peu de marge de manœuvre. Et en fait ça parle d'une situation qui est très simple pour aboutir à des choses assez complexes et sur un propos qui est assez profond, qu'on pourrait ne pas avoir de prime abord parce que voilà c'est un film qui l'aborde sous le couvert de l'humour et en fait non, c'est un film qui se révèle vraiment riche, profond, super intelligent, une mise en scène ultra efficace, c'est bourrin, ça va à 100 à l'heure, c'est drôle, c'est survolté, c'est dramatique en même temps, enfin je veux dire il y a tout dedans, ça mélange tous les tons, tous les genres, c'est génial, c'est vraiment génial, je vous conseille à 100% ce film. Vraiment, vous allez passer un super moment devant, mais accrochez-vous quand même parce qu'il y a des scènes assez dures. Ensuite, nous allons parler de Dofus, de Anthony Roux et de Jean-Jacques Denis. Ce film est magnifique. Voilà, il a une animation, un style graphique qui est absolument parfait. Si vous connaissez la série Wakfu, voilà, c'est les mêmes gars qui l'ont fait. C'est très beau, c'est super riche. Le chara design est ultra inspiré, c'est vraiment des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est des physiques, c'est des corps, c'est des manières de bouger, c'est des manières de parler qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les environnements, les décors, ils sont sublimes. Et les scènes de combat, les scènes d'action, elles sont super dynamiques, c'est beau, c'est tellement bien animé, c'est fluide. Voilà, c'est vraiment un film stupéfiant du point de vue de l'animation. Après c'est un film qui s'adresse clairement soit à des enfants, soit à des ados, préadolescents. Du coup il a des enjeux qui semblent un petit peu réduits et qui en tant que public adulte peuvent parfois prêter à sourire. C'est vraiment un film qui prend pas du tout les enfants pour des cons et il va y avoir de nombreux rebondissements et de nombreuses choses qui vont se passer, qui vont faire des enjeux au final assez dramatiques, des choses assez dures qui vont se passer. Je pense que c'est vraiment un film qui est assez positif à montrer aux gosses, sauf sur un point. Ce film est profondément sexiste, ce qui fait que je ne peux pas l'apprécier peut-être à sa juste valeur parce que le sexisme inhérent à ce film est vraiment trop présent et je comprends pas comment ils ont réussi à faire un film qui soit aussi intelligent sur plein d'aspects et faire de cet aspect-là banaliser autant le sexisme. Une des choses que je peux vraiment pas pardonner à ce film notamment, c'est le fait de banaliser le harcèlement sexuel, c'est-à-dire qu'il y a un des personnages qui va tout le long du film essayer de se taper une nana en carrément lui balançant son sexe face à la tronche, hein. Il y a une scène comme ça où il remue ses couilles face à elle, tu vois. Là, la nana se détourne dégoûtée, elle lui dit mais foutez-moi la paix, vous êtes vraiment un imbécile, laissez-moi tranquille et tout. Et c'est toujours montré comme étant quelque chose de drôle, et c'est toujours montré comme étant quelque chose de positif, puisqu'à la fin, la nana va finir par sortir avec lui. Et au final, elle se défend sans jamais vraiment se défendre, c'est-à-dire qu'elle va jamais
l'envoyer chier gravement alors que y aurait de quoi. Et ça m'énerve un peu que ce film montre à des gamins que ce genre de comportement est soit marrant et pas si grave que ça, soit va faire en sorte qu'ils vont se taper la fille à la fin. Alors que non, le harcèlement sexuel et le harcèlement dans la rue, le harcèlement tout court de la part des mecs, c'est quelque chose contre nous. Nous les nanas, on se bat contre ça depuis des années et il y en a marre de le voir banalisé. Vous vous dites peut-être que c'est quelque chose de pas grave, que c'est juste un film et que c'est pas le genre de comportement qu'on va forcément reproduire en voyant le film. Je sais bien, les spectateurs sont pas tous des abrutis et ils vont pas tous reproduire les choses. N'empêche qu'en banalisant ce genre de comportement, et ben ce sont des comportements et des acquis qui rentrent dans la tête inconsciemment et qui font que on trouve ça drôle, alors que non, c'est pas drôle. Et ça m'a fait vraiment grincer des dents. De même, le film comporte une nana assez forte qui s'appelle Baccara et qui normalement doit se battre contre la méchante du film qui s'appelle Lilith. Mais Baccara, malgré sa puissance, malgré le fait qu'elle soit une des meilleures mages de la ville, elle est toujours montrée comme une demoiselle en détresse, elle ne sait rien faire, elle n'utilise que très peu ses pouvoirs, elle ne se bat quasiment pas, les autres sont toujours obligés de résoudre les choses à sa place. Et en fait, le petit garçon, Joris, il est toujours montré comme étant plus mature et ayant plus de solutions que elle. Ça me gonfle, ça me gonfle. Si vous avez une nana super puissante, soit vous l'utilisez, faut arrêter avec le syndrome Trinity. Voilà, c'est exactement ça, c'est du syndrome Trinity. Soit vous l'utilisez, soit vous la virez. Moi ça me dérange pas, je préfère voir un film avec moins de nanas plutôt qu'avec des nanas qui servent à rien quoi. Après voilà, je chipote là-dessus, blablabla, dans les commentaires je vais sûrement me dire féminazie, blablabla. M'en fous. Au-delà de ça, le film a aussi quelques petits problèmes au niveau du scénario, c'est-à-dire que au niveau de son écriture, c'est un petit peu bancal par moment, les enjeux sont assez mal amenés et les retournements de situation sont assez mal amenés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, Lilith, en fait, on se rend compte qu'elle est pas vraiment méchante, mais qu'en fait elle veut ressusciter quelqu'un qui lui est très cher. Et en fait c'est pas parce qu'au bout d'un moment on la décrit comme étant une gentille que ça va pardonner ses actes d'avant, parce que je veux dire avant ça a quand même été une grosse connasse et elle a quand même voulu faire du mal même à des personnes pour qui elle comptait et pour qui elle avait de l'affection. Donc ça n'explique pas tout, voilà, il y a des soucis d'écriture, il y a des soucis de ton aussi, c'est-à-dire que par moment le film on sait pas trop s'il doit être dramatique ou comique, s'il s'adresse à des enfants, à des adultes, voilà, il y a des blagues assez sexuelles par des moments alors que le film s'adresse clairement à des enfants. Voilà, il y a des strates de ton qui ont été assez mal trouvées, mais dans l'ensemble, c'est quand même vraiment un film réussi, qui est très beau. Ensuite, nous allons parler du film d'horreur The Door de Johannes Roberts, qui se passe en Inde déjà. Alors ça, c'est tout bête, mais je trouve que c'est un truc assez original parce que du coup ça va parler de mythes indiens et ça va parler de divinités indiennes et de manière d'aborder la mort et les esprits et la relation à l'au-delà qui va être différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'horreur américains ou européens, ou en tout cas de culture chrétienne ou catholique. Et je trouve que déjà rien que ça crée pas mal d'originalité dans le film. Ce que j'aime bien aussi avec ce film, c'est qu'il a un vrai propos sur le deuil. Alors c'est un propos qui est classique, qui est un peu stéréotypé, qui est montré aussi de manière un peu stéréotypée, mais au moins ça prouve que le film a réellement réfléchi à ses enjeux et qu'il utilise les fantômes non pas juste pour faire des fantômes bouh. Il essaye vraiment d'avoir un vrai propos autour de la mélancolie du deuil, de la difficulté de s'en remettre et de la façon dont une mère va essayer de tout faire pour surmonter son deuil tout en ne s'avouant pas qu'elle n'a pas fait son deuil. Ce film, au-delà du fait qu'il se déroule en Inde, a aussi quelques pointes d'originalité bienvenues. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le fait que l'esprit ne vienne pas par lui-même et que ce soit quelqu'un de la famille qui déclenche la relation avec l'esprit, donc la mère, qui cherche à recontacter son enfant. Et j'ai beaucoup aimé le fait que durant un petit moment dans le film, il y a une cohabitation avec le fantôme et qu'on essaye vraiment de mêler le paranormal avec la vie normale, qu'on essaye de créer une relation avec ce fantôme. Après, ça reste un film classique. Assez lambda, assez convenu, notamment au niveau des jumpscares que j'ai pas compris pourquoi il a foutu des jumpscares parce que le film a une ambiance assez réussie, visuellement il est cool d'ailleurs, il est plutôt beau. J'ai pas compris la présence des jumpscares. Le film se charge aussi beaucoup de scènes qui sont assez inutiles. Je pense par exemple à une scène avec un accident de voiture qui est là juste pour faire peur et qui en fait ne sert à rien au niveau de la narration, au niveau du propos. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait le film avait de quoi être déjà assez original et pertinent de par sa façon de traiter le deuil, de par le fait que ça se déroule en Inde, donc avec des rituels et des choses assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, et de par le fait que ce soit la mère qui contacte l'esprit et qu'il y ait cette histoire de cohabitation avec l'esprit au début.
Il y avait déjà de quoi faire comme ça et je trouve que le film se perd beaucoup en digressions inutiles, en scènes inutiles qui rajoutent du pathos ou qui rajoutent de la peur inutile, etc. Au niveau de la construction des personnages aussi, c'est pas terrible, notamment le mari qui se retrouve dans le rôle stéréotypé du mari qui ne croit pas à sa femme quand elle dit qu'il y a un esprit, alors qu'en fait si, il y a un esprit et oh, à la fin il se rend compte qu'il y a un esprit, en fait il a été bête. Ça c'est le genre de rôle qu'on a trop l'habitude de voir dans les films d'horreur. Après, le jeu d'acteur est vraiment bon, notamment Sarah Wayne Collis qui a joué dans The Walking Dead. Elle est vraiment très bonne dans le rôle de la mère éplorée, elle est très juste, il n'y a aucun problème et surtout je voudrais parler de la petite, donc de la gamine, qui elle est vraiment stupéfiante parce qu'elle arrive à être effrayante, mignonne, effrayée, elle arrive à jouer vraiment sur tous les tons tout en étant juste. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ce film d'horreur classique mais efficace. Je vous le recommande si vous aimez les films d'horreur. Je pense pas que vous aurez la trouille de votre vie, c'est pas révolutionnaire, mais voilà, c'est un film qui est sympa, qui essaye des choses. C'est un film qui essaye un petit peu d'innover. Voilà, pour toutes ces petites qualités, ces petites originalités, j'ai quand même vraiment bien apprécié ce film. Ensuite, nous allons parler encore d'un film d'horreur avec The Boy, de William Brent Bell, avec encore une actrice de Walking Dead dans le casting. Décidément, elles se sont toutes donné le mot pour s'en jouer dans des films d'horreur récemment. Alors, The Boy, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien jusqu'au twist final. J'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien dans son ambiance, dans ce qu'il essaye d'instaurer au niveau de la peur. J'ai trouvé que l'histoire était ultra classique et ultra lambda, mais qu'en fait c'était vraiment flippant. Cette poupée à l'effigie d'un gamin était vraiment très anthropomorphe, qu'on avait l'impression dans la manière d'être filmée qu'elle prenait vie par moment et qu'on ne savait jamais réellement trop si c'était donc la jeune femme qui doit s'en occuper, jouée par Lauren Cohen, donc l'actrice de Maggie, si c'était elle qui devenait un peu folle et qui du coup surinterprétait des choses, ou si c'était réellement très ambigu au niveau de la manière de jouer. Parce qu'au final, il se passe peu de choses, et le peu de choses qui se passent, c'est assez subtil, c'est vraiment joué en finesse. Voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant dans ces aspects-là, l'histoire était déjà assez prenante comme ça, jusqu'au twist, que je vais vous révéler, donc si vous n'avez pas vu le film, voilà, je vous spoil le spoil. Parce qu'en fait, le twist, c'est qu'en fait, la poupée n'est pas du tout hantée, et qu'en fait, c'est juste que dans les murs de la maison, le couple qui avait un gamin a enfermé son gamin dedans parce que son gamin est un psychopathe. Et du coup, la fin du film, c'est un slasher où tout le monde se met à fuir ce gamin psychopathe qui du coup s'échappe des murs. Donc la poupée n'a plus de raison d'être, etc., etc. J'ai pas un problème avec l'histoire parce que je trouve que c'est plutôt intéressant en fait de faire en sorte qu'il n'y a pas du tout eu de surnaturel et qu'en fait c'est au contraire une explication très réaliste et très simple. Ce qui me dérange plus, c'est que à aucun moment on a des éléments dans le film qui ne peuvent nous donner l'impression d'aller vers ce twist. C'est-à-dire que quand il y a un twist ou un retournement dans un film, il faut quand même qu'il y ait des éléments précurseurs qui font qu'à la fin ça nous paraît crédible. Or là, mis à part le fait que le couple ait dit à la jeune fille que quand elle fait court, elle doit parler très fort parce que la poupée est un peu sourde, donc que du coup ça peut laisser supposer effectivement qu'elle doit parler fort parce que le gamin doit l'entendre à travers les murs. À part ça, il n'y a vraiment rien qui ne nous laisse entendre qu'à la fin, il va se passer ça. Et je trouve ça très gênant parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait eu deux histoires distinctes et qu'ils les avaient collées comme ça de manière très artificielle à la fin du film. Voilà, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé ça cohérent du tout, j'ai pas trouvé ça crédible et c'est dommage parce que le film jusque-là était plutôt cool et voilà, l'histoire est cool, mais ça fonctionne pas. Fin du spoil. J'ai aussi trouvé que le film avait beaucoup d'éléments qui ne servaient au final à rien. Vous connaissez l'histoire du fusil de Tchekhov et moi je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le film nous donne un élément, je m'attends au bout d'un moment à ce que ça serve à quelque chose. Par exemple, on apprend que l'héroïne est écrivaine et ça ne sert absolument à rien durant tout le film. Mais du coup, si c'est juste une donnée d'arrière-plan, il faut quand même pour moi que ça ait un intérêt quelconque. Parce que sinon on s'en fiche qu'elle soit écrivaine en fait. Pourquoi le film nous dit ça? Il y a aussi toute l'histoire avec son ex-mari violent qu'en fait elle retrouve vers la fin du film et ça c'est pareil, j'ai pas trop compris où ça menait parce qu'en fait ok, c'est l'élément déclencheur, c'est le fait qu'elle aille dans cette baraque bizarre pour regarder cette poupée,
c'est pour fuir son mari violent. D'accord, ça c'est cool. Mais pourquoi le faire intervenir réellement, le mari? Pourquoi le faire revenir à la fin? Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que je trouve très superflues, qui viennent un petit peu gâcher le film, ce qui est dommage, parce que sinon il aurait pu être vraiment bien. Mais non, en fait il est pas... Il est juste pas terrible à cause de tout ça, à cause de tous ses défauts, c'est dommage. Ensuite, nous allons parler de Florence Foster Jenkins, réalisé par Stephen Frears. Évidemment, ce film va souffrir de sa comparaison avec Marguerite, sortie l'an passé et jouée avec Catherine Fro dans le rôle principal. Ici, c'est Meryl Streep. Puisque, effectivement, c'est basé sur la même histoire, l'histoire de Florence Foster Jenkins, qui est une cantatrice qui a joué dans des opéras, qui a vécu une vie très fastueuse, etc. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'elle chantait très faux, mais elle ne l'a jamais su de sa vie. Je vais d'abord parler du film en lui-même et après je vais le comparer avec Marguerite. C'est un très bon biopic, très efficace, qui arrive vraiment à nous retransmettre les bonnes manières de l'époque et qui arrive historiquement à nous ancrer réellement dans l'époque. Il y a quelque chose au niveau du baroque de l'image qui rappelle un petit peu les films de Baz Luhrmann, je trouve. C'est un film qui est très foisonnant visuellement, qui est très riche, qui est très beau, qui est assez complexe aussi au niveau de sa mise en scène. Il y a beaucoup par exemple de plans zénithaux qui nous donnent à voir des appartements très luxueux, des choses très fastes. Après, le traitement de l'histoire et la manière dont sont abordés les personnages, c'est plutôt classique. Voilà, c'est un film qui est assez classique, qui est pas novateur au niveau de sa manière de traiter le biopic. Mais c'est un classique efficace qui est vraiment intéressant et qui va présenter des personnages un petit peu hors normes. Ils sont tous très presque caricaturaux dans leur genre, mais dans un bon sens du terme. Meryl Streep, elle en fait des tonnes, par exemple dans son personnage de Florence Foster, elle cabotine à mort, jusqu'à presque surjouée par moments, mais c'est pas gênant, tant ça va bien avec son personnage ultra excentrique et loufoque. Et son mari, qui est joué par Hugh Grant, c'est pareil, il en fait des caisses, voilà, ils surjouent tous, mais ça rentre dans cette espèce d'univers très faux en fait, très fake. Parce que c'est vrai que toute l'histoire de Florence Foster Jenkins est construite sur un mensonge. Toute sa vie est basée sur un mensonge. C'est ça l'ironie très tragique qu'il y a dans cette histoire et qui fait que ce biopic se termine sur une note quand même très douce amère, malgré son ton plutôt enjoué jusque-là. Mais du coup voilà, cet aspect très fake, cet aspect très surjoué qui rentre aussi évidemment avec la mise en scène et cet aspect visuel dont je vous ai parlé extrêmement chatoyant, ça donne un côté très caricatural, très théâtral, mais qui rentre vraiment dans ce propos de quelque chose qui est uniquement basé sur un mensonge. Là où par contre j'ai eu un poil plus de mal avec ce film, c'est que je trouve que les comportements des personnages secondaires avec Florence Foster Jenkins sont un petit peu trop ambigus. C'est-à-dire que par exemple son mari, Hugh Grant, on ne sait jamais s'il l'aime vraiment, si jamais il construit tout ce mensonge par amour pour elle, ou si c'est juste par plaisir de se moquer, dans un plaisir un petit peu sadique, ou si c'est juste parce qu'il veut engranger tout son pognon et que du coup c'est un gros hypocrite. Et c'est un petit peu pareil avec le pianiste qui va venir aider Florence Foster Jenkins à répéter. On sait jamais vraiment trop les sentiments qu'il entretient vraiment avec elle, s'il l'aime vraiment, s'il l'apprécie en tant que personne, ou s'il se fout totalement de sa gueule et qu'il est juste, pareil, un gros hypocrite qui profite juste de sa fortune. Donc voilà, ça c'est un petit peu ambigu, c'est un petit peu gênant parce que du coup on a du mal à cerner la morale réelle du film. Et on a du mal à cerner réellement quels sont ses propos à ce niveau-là. Est-ce que le mensonge était quelque chose de nécessaire pour faire en sorte que Florence Foster Jenkins ait une vie heureuse malgré au final sa déficience mentale? Parce que voilà, Florence Foster Jenkins est folle aussi, elle a la syphilis, donc voilà, elle a une déficience mentale quoi. Ou est-ce que le mensonge était juste nécessaire pour pouvoir engranger du pognon et du coup se foutre de sa gueule, et ce qui dans ce cas-là fait du film un film qui se moque quand même d'une personne handicapée mentale. Voilà, donc voilà, moi j'ai pas réussi à trouver la réponse à ce niveau-là, j'ai pas compris quel était réellement le message final de ce film, donc je vous laisse en débattre dans les commentaires et me dire votre avis. Pour sa comparaison avec Marguerite, personnellement j'ai préféré Marguerite, déjà parce que Catherine Fro, c'est mon actrice française préférée. Après, Meryl Streep est mon actrice américaine préférée. Mais bon, Catherine Fro, elle est tellement fine, elle est tellement puissante dans ce rôle, elle est tellement investie. Et elle va jamais surjouer en fait, elle va être tout en finesse justement. C'est un peu l'inverse du jeu de Meryl Streep là-dessus qui, voilà, Meryl Streep en fait des caisses et
Catherine Fro, elle est toujours dans voilà, dans une ambiguïté totale qui fait qu'on se demande durant tout le long du film si elle a conscience que les gens se moquent d'elle ou pas. Parce qu'elle a beaucoup de recul sur sa situation, elle a beaucoup de recul sur les gens qu'elle fréquente durant tout le long du film. De même au niveau de l'histoire, la manière dont les personnages secondaires se comportent avec Marguerite est beaucoup moins ambiguë et beaucoup moins malsaine en fait que la manière dont il se comporte avec Florence Foster Jenkins, ce qui fait que le film est beaucoup plus simple à aborder et beaucoup plus cadré, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus strict. Et j'ai préféré aussi la manière dont il se déroule, j'ai préféré sa narration, j'ai préféré sa fin, je trouvais qu'il s'est arrêté au bon moment, qu'il a réussi à rester ambigu jusqu'au bout, qu'il a réussi à rester subtil et beaucoup plus délicat. Stephen Frears, en fait, son film est beaucoup plus démonstratif et le film Marguerite, lui, est beaucoup plus intimiste et un petit peu plus délicat, fragile, même s'il y a des moments évidemment très farcesques et un petit peu burlesques. Les moments où on se rend compte que Marguerite chante faux sont évidemment des moments de comédie voilà, assez intenses. Mais en dehors de ça, le film est quand même enrobé d'une aura un peu plus douce et un peu plus subtile, une aura beaucoup plus de mystère et beaucoup plus intime aussi, beaucoup plus intime que Florence Foster Jenkins. Voilà, après chacun son école. Le dernier film dont j'aimerais parler, c'est La Tortue Rouge de Michel Dudok-de-Vic. C'est un film d'animation dont beaucoup de monde a parlé, donc je vais pas m'étendre des heures dessus parce que tout le monde a dit ce que je vais dire, c'est-à-dire c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique, l'animation est sublimissime, mais bon ça paraît être entre guillemets la base. C'est un chef-d'œuvre poétique, émouvant, profond, qui parle de la relation de l'homme à la nature, mais aussi de sa reconnexion avec sa nature profonde. On essaye vraiment de définir qu'est-ce que l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain une fois qu'il est coupé de son aspect social, de son aspect sédentaire dans une ville? Qu'est-ce que l'être humain une fois qu'il est reconnecté à la nature? C'est un film qui contient aussi une histoire d'amour très jolie, très ambiguë, très simple. Voilà, c'est un film qui parle du cycle de la vie, de la mort, qui parle de plein de choses, qui est très riche. Et ce sans parole, c'est quand même assez fort, parce que c'est un film qui contient aucun dialogue. Après voilà, c'est un film qui est bourré de symboliques et qui du coup vont faire que certaines scènes sont assez abstraites. Moi il faudrait que je le revoie encore une seconde voire une troisième fois parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé et le sens global du film, malgré le fait qu'on comprend tous les propos, mais le sens global du film et de l'histoire nous échappe un petit peu. Et c'est voulu parce que c'est un film qui est voilà, profondément symboliste. C'est un film beau, c'est un film émouvant, riche, qui est lent, qui est long et qui n'est pourtant jamais ennuyeux, qui arrive toujours à rester sur une corde juste, qui ne tombe jamais dans un surnaturel total, dans un fantastique total. Et voilà, c'est un film juste qui arrive vraiment à jouer sur tous les plans. C'est un film beau, voilà, c'est un film très beau. Je vous invite évidemment à regarder les avis de beaucoup de gens là-dessus parce que voilà, ce film a reçu un accueil très enthousiaste et c'est très mérité puisque c'est vraiment un très beau film. Et c'est là-dessus que s'achève ma vidéo de rattrapage demi-année. Alors je n'ai parlé que de 8 films pour l'instant parce que c'est les seuls que j'ai réussi à voir soit au cinéma et dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler, soit que j'ai réussi à trouver en VOD ou en streaming. Évidemment j'essaierai de rattraper, il y a plein d'autres films que j'ai envie de rattraper, il y a Elle, il y a Maloute, il y a Le Bon Gros Géant, enfin voilà, il y a plein d'autres films que je vais essayer de rattraper et dont je vous parlerai du coup en mon rattrapage de fin d'année en décembre, pardon, et non pas en septembre. J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu, donc comme je vous ai expliqué, ce format est très différent de ce que je fais d'habitude, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre ce que je fais si jamais ce que je vous propose vous plaît. J'espère que cette vidéo aussi n'aura pas été trop longue, ce que je pense qu'elle va être quand même, évidemment que je me suis perdue dans des digressions comme d'habitude, et comme j'ai rien préécrit, voilà, il y a le côté hésitation, mais voilà, c'est le but de la vidéo, j'avais envie d'un truc, voilà, cool, détendu, de vous parler tranquillement devant la caméra pour reprendre. Et en attendant, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!